Jungle du Vietnam. Chaleur suffocante. Visibilité nulle. Ici, la nature n'est pas un décor, c'est une arme. L'ennemi invisible l'utilise comme fondation pour sa stratégie. L'usure. Le point de départ, une boîte de conserve vide, un déchet. À l'intérieur, une grenade est insérée. Sa cuillère de sécurité est pressée contre le corps de l'engin. Le mécanisme de retenue n'est pas en acier, c'est une simple bande de caoutchouc. Tendue, elle maintient la cuillère en place. Une physique primitive, létale. La goupille est ensuite retirée. Seule la paroi de la boîte empêche l'explosion. Un fil de détente est attaché à la grenade. Le moindre contact tire l'engin hors de son cylindre métallique. Le son est un raclement sourd, étouffé. Puis, la détonation. La grenade standard, la MK2, a un rayon de destruction de 9 mètres. Une zone de mort mathématiquement parfaite pour un sentier étroit. Chaque pas devient une loterie. La progression d'un peloton, normalement de plusieurs kilomètres par heure, chutait à quelques centaines de mètres. Mais les pièges rudimentaires n'étaient qu'un prélude. Bientôt, la guérilla intègre une technologie industrielle, copiée sur des plans allemands. Le soldat s'attend à une détonation sous sa botte. C'est l'erreur. La réalité est un lourd cylindre d'acier qui jaillit du sol. L'explosion se produit à hauteur de ceinture. Elle ne vise pas les pieds, elle vise les entrailles. Son nom technique, la mine S. Surnom américain, Bouncing Betty. Comment une technologie de la Seconde Guerre mondiale s'est-elle retrouvée dans les forêts vietnamiennes? La réponse, pillage des arsenaux ennemis et contrebande. Le Viet Cong a perfectionné l'ingénierie inversée. À côté de ces armes complexes, des engins plus simples. Les toe poppers. De petites charges conçues pour mutiler, pas pour tuer. La menace était partout, sous chaque pas. Mais la Bouncing Betty était différente. Elle transformait la logistique du champ de bataille. Un simple soldat pouvait transporter une arme à létalité de zone. La mine bondissait à 1 mètre du sol avant de pulvériser sa charge. Modifier de telles armes exigeait une infrastructure. Des ateliers cachés, sous terre. Le tunnel n'est pas un refuge, c'est un système logistique. Un passage étroit mène dans l'obscurité totale. L'air est lourd. Un mélange d'argile humide, de sueur et d'antiseptique. La ventilation est un défi constant. Une simple bougie consomme l'oxygène d'un homme. Pour survivre, ils ont bâti un système complexe de conduits d'aération. Les sorties, à la surface, étaient camouflées, masquées en termitières. Une architecture invisible. Le couloir s'élargit soudain. Une caverne. C'est un hôpital de campagne. Des tables d'opération improvisées, des zones de stockage pour les munitions. Des salles de réunion pour planifier les attaques. Ce n'était pas un réseau de terriers, c'était une ville souterraine, autonome. Des cuisines rudimentaires, des dortoirs, des arsenaux. Une base opérationnelle complète, enterrée sous les pieds de l'ennemi. Au-dessus, les bombardements des B-52 labouraient la jungle. En dessous, les chirurgiens continuaient d'opérer à la lueur des lampes à huile. Les brancardiers transportaient les blessés à travers les galeries, directement depuis le champ de bataille. Ces hôpitaux souterrains n'étaient pas des points isolés. C'étaient les cellules d'un organisme immense, un réseau stratégique. Le projet a commencé dans les années 40, contre les Français d'abord, puis contre les Américains. Combien de temps faut-il pour creuser 250 km à la main dans de l'argile dense? La réponse, 2 décennies de travail ininterrompu. Pas de machines lourdes, juste des outils rudimentaires, des pelles, des pioches, des paniers. Au total, 250 km de galeries. Un réseau reliant les faubourgs de Saïgon à la frontière cambodgienne, passant juste sous les bases américaines. Des dizaines de milliers de mètres cubes de terre extraits à la main. Chaque nuit, les constructeurs devaient s'en débarrasser en secret. La terre était jetée dans les rivières, dissimulée par l'obscurité. Le travail a duré jusqu'aux années 60. Le résultat, un labyrinthe invisible. Les entrées cachées se fondaient dans le paysage. Ce labyrinthe souterrain n'était pas un simple abri. C'était le système nerveux d'une nouvelle armée. Une armée sans centre. Aucun quartier général unique à détruire d'une seule frappe. L'architecte de cette structure, le général Vo Nguyen Diap. Son armée n'est pas une pyramide. C'est un réseau de cellules décentralisées, flexibles, mobiles. La structure fonctionne comme un réseau neuronal. La destruction d'un nœud ou d'un lien n'entraîne pas l'effondrement de l'ensemble du système.
Les autres cellules continuent d'opérer. Le son des bombardiers américains approche. Pas d'ordre radio. Un agent de liaison court dans les galeries. Un commandant trace un schéma de repli. Directement sur le sol en terre du tunnel. L'escouade se disperse. Elle change de position, instantanément. Les bombes frappent un secteur vide. La supériorité aérienne américaine frappe dans le néant. Cette mobilité rapide est nourrie par un autre réseau, le réseau de renseignement. L'information vient de la population locale, permettant d'anticiper les opérations américaines et de les contrer. Les cellules devenaient des fantômes. L'armée américaine n'est jamais parvenue à démanteler totalement cette structure insurgée. La flexibilité opérationnelle des cellules n'était pas une fin en soi. Elle servait une formule stratégique unique, la guerre d'usure. Pas de front, pas de bataille décisive. Pourquoi engager le combat contre une armée supérieure en puissance de feu? La réponse du Viet Cong, ne pas le faire, la saper. Leur doctrine reposait sur des embuscades, des sabotages et des attaques surprises pour user les troupes américaines, évitant les engagements directs. Le calcul était purement économique. Chaque jour de présence américaine dans la jungle coûtait des millions de dollars aux États-Unis. Les dépenses des partisans, elles, restaient minimales. Le conflit devenait un processus mathématique pour brûler les ressources de l'adversaire. Cette approche était directement issue des principes de Sun Tzu. Vaincre sans combattre, épuiser l'ennemi par des tactiques indirectes. Cette mathématique des pertes, accumulée sur des années, finira par briser le soutien de l'opinion publique en Amérique. Sur le papier, le potentiel technologique était un gouffre. Des milliers d'hélicoptères américains contre zéro. Face à ce gouffre technologique, une autre force se met en place, une force humaine. La doctrine d'usure reposait sur un puissant socle démographique, consolidé dès les années 50. Tout commence au niveau local. Le mécontentement des paysans, la colère des ouvriers. Dans un village, des hommes et des femmes se rassemblent. Un cadre distribue des rations de riz, assigne des tâches simples. Dans le silence, la voix d'un recruteur égrène les principes de la guérilla, tirés de Sun Tzu. L'important, la surprise, le terrain, le moral. Chaque habitant est lentement intégré dans une logistique de l'ombre. Cette cellule locale est la brique d'une structure bien plus vaste. Le Front national de libération du Sud-Vietnam, le FNL. Officiellement fondé le 20 décembre 1960, ses racines plongent dans la décennie précédente. Sa composition est une coalition, paysans, ouvriers, anciens soldats et sympathisants communistes. Ce maillage humain offre un réseau de soutien immense, facilitant le recrutement et la logistique. Le catalyseur de cette machine politique est une peur américaine, la théorie des dominos. L'idée que la chute d'un pays au communisme entraînerait ses voisins. L'intervention américaine pour contrer cette menace soude l'opposition. Le but du FNL est clair, renverser le gouvernement pro-américain et réunifier le Vietnam. Au début de la phase active du conflit, ce modèle organisationnel permet de mobiliser des centaines de milliers de combattants. Un véritable État parallèle prend forme dans les campagnes. Le gouvernement de l'ombre absorbait les villages, un par un. Le Viet Cong ne s'est pas contenté de contrôler les villages. Il a transformé la jungle elle-même en arme. Les années 1960 et 1970, une décennie de terreur systématique. Quelle arme brise le mieux une formation? Pas un fusil, pas une mine. La menace qui agit avant le premier coup de feu. Le Viet Cong a utilisé la chaleur, l'humidité écrasante et la flore pour mener sa guerre psychologique. Des forêts denses et humides masquaient les modifications artificielles du terrain. Chaque sentier devenait un piège potentiel. L'ennemi n'était plus un soldat en uniforme, c'était le territoire lui-même. Une lutte constante contre un environnement qui voulait vous tuer. La mort se fondait dans le paysage. Dans cette jungle, l'ingénierie humaine devint l'élément principal de transformation du terrain. L'outil le plus massif, les pieux punji en bambou. Le processus est simple. Une tige de bambou, coupée en biseaux pour former une pointe acérée. La pointe est ensuite durcie au feu. Le résultat, un coefficient de pénétration qui rivalise avec les lames d'acier industrielles. Ces dards sont plantés au fond de trous creusés à la main. Une palissade de pointes jaunes qui se fondent avec la terre. Le tout est recouvert d'une fine couche de feuilles, invisibles. Leur déploiement est systématique, sur les sentiers de transit, les berges des rivières, autour des tunnels de Cu Chi. Chaque itinéraire de passage devient un champ de mines organiques, conçu pour dissuader toute infiltration. Le principe est primitif, un simple morceau de bambou.
Pourtant, il perce sans peine la semelle d'une botte militaire. La blessure physique est presque secondaire. L'arme principale, c'est la paranoïa. Chaque pas est une menace potentielle, transformant le terrain lui-même en ennemi. La progression des patrouilles ralentit drastiquement. Chaque mètre de jungle doit être sondé avant de faire un pas. Mais la perforation n'était que le vecteur. Une ingénierie biologique brute transformait chaque pieu en arme bactériologique. Les pointes étaient enduites d'une pâte toxique, une substance sombre et épaisse conçue pour rendre mortelle la moindre égratignure. La composition était primitive mais efficace, un mélange d'excréments humains et animaux combiné à des sucs de plantes vénéneuses. L'objectif n'était pas le traumatisme physique, c'était l'infection, la complication systémique. Une simple blessure de surface ouvrait la voie à des infections graves, transformant une coupure mineure en une menace mortelle. Après le choc de la perforation, les agents pathogènes commençaient leur travail silencieux directement dans la circulation sanguine. En 1966, l'ingénierie de la guerre du Vietnam descend au niveau du sol. La physique mécanique remplace les frappes d'artillerie, l'acier remplace les explosifs. Province de Binh Dong. Une patrouille avance dans la jungle dense. Le pied du soldat James O'Neill heurte un fil de détente. Camouflé, presque invisible, un clic métallique sec. Le mécanisme se libère. En une fraction de seconde, un crochet en métal jaillit des feuilles et perfore son mollet. La douleur est instantanée, brutale. O'Neill regarde sa jambe. Le crochet est là. Sa forme en hameçon est conçue pour s'ancrer, pour arracher la chair à l'extraction. Pas seulement pour percer. Il est profondément logé dans le tissu musculaire, bloquant tout mouvement. Ce n'est pas un piège ordinaire, c'est de la biomécanique appliquée. Le principe est une pure conversion d'énergie cinétique. Une jeune pousse de bambou ou une liane robuste est tendue à l'extrême, son énergie potentielle stockée. Reliée par un fil au crochet, la tension accumulée est immense. La force de ces leviers naturels, combinée à un fil métallique, dépassait la puissance des pièges industriels. O'Neill est neutralisé, incapable de marcher. Chaque pas de la patrouille devient un calcul de risque. Ses camarades doivent l'évacuer. Une marche forcée de plusieurs kilomètres à travers un terrain hostile. Au sol, les crochets immobilisaient les soldats. Mais l'énergie cinétique a bientôt trouvé un nouveau vecteur, vers le haut. Le mécanisme, un filet de corde, camouflé au sol, relié à un système de déclenchement. Quelle force faut-il pour soulever un soldat lourdement armé? La cime des arbres offrait un levier idéal. Pour arracher au sol un fantassin équipé, il fallait un système de poulies cachées et un contrepoids d'au moins 80 kg. Ce n'était pas un piège, c'était une machine de levage. Opération Attleboro, 1966. Une patrouille américaine avance dans une zone boisée. Soudain, un craquement. Le sergent Michael O'Brien est projeté en l'air, suspendu à un arbre, impuissant. Le piège n'est pas conçu pour tuer, il est conçu pour neutraliser. Ce bref vol laissera une cicatrice psychologique pour les décennies à venir. Mais pour l'instant, l'escouade est vulnérable, statique, une cible parfaite. Ses camarades coupent les cordes pour le libérer. Les cordes pouvaient être coupées, les contrepoids désamorcés. Mais à la mécanique des pièges, le Viet Cong ajouta bientôt des systèmes de livraison biologique, autonomes. Le soldat américain s'attend à la balle, au tir de mortier, pas à la morsure qui vient de son propre sac à dos. Les serpents venimeux deviennent des armes, cobras, vipères. Les guérilleros les placent dans les pactages, les zones de repos, les tranchées, une menace constante. La faune des jungles du Vietnam se transforme en armes chimiques programmées. Le Viet Cong empoisonne aussi les puits, les vivres, créant une paranoïa systémique. 1967, le caporal John Harker fait une halte. Il ouvre son sac. Un éclair de mouvement, une douleur fulgurante dans le bras. En quelques minutes, un engourdissement paralyse ses muscles. Il ne peut plus bouger. La toxicité du venin de cobra provoque une nécrose des tissus plus vite que l'arrivée d'un hélicoptère Medevac standard. Son équipe intervient. Un garrot est posé. L'opérateur radio lance l'appel. Le protocole d'évacuation médicale pour empoisonnement exige un rapport 9 lignes, priorité urgent chirurgical. Mais le venin n'était qu'une menace ponctuelle. Le Viet Cong avait systématiquement perforé le paysage sous les pieds des troupes américaines. Leur ingénierie était topographique, des fosses, des pièges dissimulés. Leur cible, les itinéraires à fort trafic, les artères logistiques des bataillons américains. Ces pièges transformaient des sentiers sûrs en zones de non-passage.
Le camouflage était une science. Un tissage de branches et de feuilles mortes posé sur une structure fragile. L'odeur de la décomposition masquait le vide en dessous. Le piège artificiel fusionnait parfaitement avec le relief naturel de la jungle. Le soldat ne savait jamais. Chaque pas pouvait être le dernier. La menace n'était plus un ennemi visible, c'était le sol lui-même. Le but n'était pas seulement de causer des pertes, il était de briser les lignes d'approvisionnement, de paralyser les opérations militaires. L'avancée continue des troupes américaines s'est enrayée. L'infrastructure des fosses cachées était unifiée, reliée par de fines terminaisons nerveuses, des fils de détente invisibles tendus par le Viet Cong, le système nerveux de la jungle. Ces fils ne déclenchaient pas seulement des grenades, ils activaient des pièges coulissants, des arbalètes, des bambous acérés. Camouflés dans le feuillage, dissimulés sur les sentiers les plus fréquentés. Les détecter était presque impossible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourquoi l'armée la plus technologiquement avancée du monde est-elle passée au pas? La menace d'un fil de 2 mm dictait le rythme. L'attente de la détonation, du claquement sec, a transformé chaque patrouille en marche funèbre. L'impact n'était pas seulement physique, il était mathématique. Un peloton motorisé conçu pour la vitesse se retrouvait à avancer de quelques centaines de mètres par heure. La peur permanente créait une anxiété systémique. La cohésion des troupes s'effritait, la méfiance devenait une procédure opérationnelle standard. Les missions ralentissaient, le temps de réaction augmentait. Le coefficient d'efficacité opérationnelle des patrouilles a chuté de manière drastique. 1967. L'ingénierie de la destruction physique change de terrain. Elle quitte les sentiers de la jungle pour les cellules fermées en béton. Comment garantir la rupture d'un pilote entraîné? Par des intervalles de traumatisme contondants, calculés mathématiquement. Le cas de John McCain est un plan d'exécution. Son A4 Skyhawk est abattu au-dessus de Hanoï. L'éjection lui brise les 2 bras et une jambe. Il est capturé. Des chirurgiens vietnamiens opèrent sans anesthésie, provoquant des lésions nerveuses irréparables. Ce n'est que la première étape. Après une récupération partielle, le véritable processus commence. McCain est soumis à un régime de torture calculé. Des passages à tabac toutes les 2 heures, pendant 4 jours consécutifs. L'intervalle de 120 minutes n'est pas un hasard, c'est une ingénierie de la douleur. Le corps amorce une récupération. La douleur commence à peine à refluer, puis le cycle recommence. Le système nerveux ne quitte jamais l'état de choc. Le bruit sourd des coups, le craquement des côtes qui se fracturent. Ce n'est pas de la rage, c'est une procédure. Une chaîne de montage pour démanteler la volonté d'un homme. Pendant les 5 années de sa captivité, ce cycle se répétera. Il refuse de signer une confession. La pression augmente. Ses geôliers lui ont finalement brisé le bras gauche. Les os brisés de McCain n'étaient pas un accident. C'était une procédure. Un module dans un système d'interrogatoire standardisé. Pour les forces nord-vietnamiennes, les prisonniers de guerre n'étaient pas des soldats. C'étaient des envahisseurs étrangers, des criminels. Cette classification justifiait la brutalité. La punition physique n'était pas seulement une coercition, c'était une méthode pour forcer des aveux, des confessions de crimes de guerre présumés. Les bras et les jambes étaient ligotés, serrés jusqu'à la dislocation. La circulation sanguine coupée, une fixation prolongée provoquait la nécrose des tissus. D'autres étaient maintenus dans des fers en fer, les pieds enchaînés, pendant des semaines. Le but était de briser la résistance, physique, psychologique, laisser le soldat américain dans un état de désespoir constant. Cette brutalité avait une justification simple, une base légale. Le Nord-Vietnam n'avait jamais officiellement déclaré la guerre. Pendant que les camps démantelaient la physiologie des prisonniers, la propagande piratait les processus cognitifs de bataillons entiers. Une guerre de l'information. D'un côté, la fleur de lotus, symbole de pureté. De l'autre, la carcasse métallique d'un avion américain abattu. Ce contraste était au cœur de l'ingénierie psychologique du Viet Cong. Le design des affiches était calculé. Des imprimeries clandestines produisaient des milliers de posters. Leurs couleurs criardes éclataient sur le vert monotone du paysage. On y voyait le visage de Ho Chi Minh, des combattants du FLN et des civils souriants. Les images étaient délibérément mélangées, placardées le long des sentiers et dans les villages. Une saturation visuelle. Le but, la dissonance cognitive. L'association de symboles pacifiques et d'images de guerre créait un bug dans les protocoles de reconnaissance. Le temps de réaction d'un soldat américain ralentissait, de 30%. Le cerveau ne pouvait plus trier, paysan ou ennemi, enfant ou menace.
Chaque silhouette devenait une alerte. Chaque mouvement, le signal potentiel d'une embuscade. La paranoïa s'est infiltrée dans les rangs. L'ennemi n'était plus seulement en face, il pouvait être à côté. La confiance avait totalement disparu. L'incapacité du cerveau à trier les mirages de la propagande des véritables engins explosifs a surchargé le système nerveux. Il l'a poussé au-delà de ses limites. Le Viet Cong n'avait pas de visage, il se fondait dans la population civile. L'ennemi devenait une présence constante, une paranoïa qui rongeait les troupes américaines. Chaque jour, un combat contre l'inconnu. Que se passe-t-il quand un système nerveux est bloqué en permanence en mode recherche de cible? Il exige un arrêt chimique. Dans la jungle, le risque était partout. Des pièges conçus pour mutiler, pour tuer. Cette menace invisible a créé une insécurité perpétuelle. Le regard des soldats est devenu vitreux, ne clignant jamais. Un balayage permanent des menaces potentielles. Le moral s'est effondré, le stress a explosé. Pour survivre à cette hypervigilance, beaucoup se sont tournés vers l'usage de drogue. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une réponse mécanique à une surcharge sensorielle et psychologique. Une tentative de débrancher un système en surchauffe. Avant le final, une autre réalité. Les stimulants chimiques étaient souvent le seul moyen de tenir l'attention, de rester éveillé, de continuer à fonctionner. Près de 35% des soldats américains au Vietnam avaient consommé de l'héroïne. Ce traumatisme n'est pas resté dans la jungle. Il a traversé l'océan, atterrissant au cœur des États-Unis. Les soldats rentraient, leur corps était intact, leurs esprits brisés. Dans les cabinets médicaux, un nouveau diagnostic apparaissait sur les dossiers. TSPT, trouble de stress post-traumatique. Dans les rues, le grondement des manifestations anti-guerre couvrait tout le reste. Le ton des journaux télévisés changeait. L'héroïsme laissait place aux chiffres, aux statistiques de la défaite psychologique. L'épidémie était systémique. Après le Vietnam, plus de 700 000 vétérans ont été diagnostiqués avec le TSPT. Le chiffre dépassait le total combiné des pertes psychologiques de toutes les guerres américaines du XXe siècle. La blessure n'était plus individuelle. Elle était devenue une donnée démographique, un facteur politique. Certaines de ces blessures invisibles sont devenues des carrières politiques. John McCain, prisonnier de guerre, torturé pendant plus de 5 ans. Son expérience n'était pas seulement une histoire de survie personnelle, elle est devenue un symbole, un argument utilisé pour remettre en question le coût humain de la guerre. La pression publique, le coût psychologique et l'érosion du soutien politique forçaient un changement de stratégie. L'administration Nixon a initié le processus de retrait des troupes américaines. Le retrait n'était pas seulement politique, c'était un aveu militaire. Face aux statistiques des traumatismes et à l'efficacité des armes primitives, le Pentagone a dû reconnaître une faille systémique, fondamentale. Le coût humain, incarné par des survivants comme John McCain ou Frank Harbour, n'était qu'un symptôme. Le vrai problème était la doctrine elle-même. Dans les états-majors, le choc était total. Les analystes dépouillaient les données, les graphiques montraient l'échec. Des photos de pieux punji et de pièges artisanaux tapissaient les murs des salles de crise. Les vieux manuels de contre-insurrection ont été retirés, des pages blanches. On entendait le bruissement du papier. De nouvelles directives étaient rédigées, des programmes d'entraînement entièrement repensés. Pour les stratèges du Pentagone, certains mots sont devenus des cauchemars doctrinaux, une peur gravée dans la mémoire institutionnelle. Les tactiques du Viet Cong sont devenues un modèle, le manuel de base pour tous les mouvements insurgés des décennies suivantes. Le conflit asymétrique n'était plus une théorie, c'était une réalité. Ces leçons ont été gravées dans la pierre. La guerre de guérilla est devenue un chapitre obligatoire dans les manuels de toutes les académies militaires du monde.